Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, nouvelle perspective en Égypte avec l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi, réintégration dans l'Union africaine mais aussi politique plus sociale. Les attentes de la population sont nombreuses. Les négociations se poursuivent en Afrique du Sud dans les secteurs miniers paralysés par une grève générale. Une nouvelle offre vient d'être soumise au syndicat du platine. Et l'érosion côtière prend de l'ampleur au Sénégal, un phénomène qui inquiète les populations du littoral mais également les professionnels du tourisme. L'Égypte pourrait réintégrer l'Union africaine dès ce mois de juin. C'est en tout cas ce que laisse présager l'annonce récente du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Basogo, dont le pays accueille fin juin le prochain sommet de l'Union africaine et qui a décidé d'adresser une invitation au nouveau président égyptien. Et l'élection du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi suscite bien des attentes chez la population et notamment chez les plus défavorisés. C'est le cas des chiffonniers du Caire qui vivent du recyclage des déchets. Ils espèrent que le nouveau chef de l'État travaillera à l'amélioration de leurs conditions de vie. Netta Diak. L'élection de l'ancien chef de l'armée égyptienne Abdel Fattah el-Sisi donne un nouvel espoir aux habitants de Manchet Nasser. Situé en périphérie du Caire, la capitale, le quartier a longtemps été oublié par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les résidents espèrent un changement positif et une amélioration de leurs conditions de vie. Je veux quelque chose de simple, quelque chose qui est un droit et non une demande. Tout ce que nous voulons, c'est ce que nos droits soient respectés, nous donner la possibilité d'avoir une vie décente. Certains secteurs de Manchet, Nasser sont considérés comme des endroits haut de gamme, mais il y a des endroits où aucune infrastructure n'est installée. Vous voyez, nous vivons comme des rats parmi les êtres humains, c'est ça. Le maréchal Abdel Fattah el-Sisi devrait aider les habitants des bidonvilles et les habitants des cimetières qui sont ici, derrière nous. Ces gens sont malheureux, ils n'ont rien à manger. Il devrait s'intéresser aux bidonvilles, contrairement au président précédent. La prochaine révolution pourrait venir des bidonvilles. Je conseille donc au maréchal Sisi de tenir ses promesses. La lutte contre le chômage des jeunes est également l'un des grands défis auxquels sera confronté le président al-Sisi. Ils constituent la majorité de la population égyptienne et ont joué un rôle déterminant durant la révolution de 2011. Il faut qu'on prenne plus soin de la jeunesse. Je pense qu'aucun jeune ici n'a d'occupation. Ceux qui ont la chance de travailler se retrouvent au café pour tuer le temps après le travail parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. La pratique d'une activité peut les éloigner de l'oisiveté, qui est la mère de tous les vices. Dans son premier discours, après l'annonce des résultats officiels, le président al-Sisi a décrit l'avenir comme une page blanche qui devra être remplie de liberté, de dignité humaine et de justice sociale. Les habitants de Manchet Nasser et des millions d'autres qui vivent dans la pauvreté espèrent que le nouveau chef de l'État tiendra à ses promesses électorales. En Mauritanie, 17 partis politiques ainsi que plusieurs associations ont manifesté ce mercredi contre la tenue de l'élection présidentielle le 21 juin prochain. Réunis au sein du FNDU, le Front national pour la démocratie et l'unité, considéré comme l'opposition radicale, ils sont descendus dans les rues de la capitale, Nouakchott, pour dénoncer le processus électoral et appeler au boycott. Un reportage de notre correspondant Franck Dauphina. Ils étaient plusieurs milliers de citoyens à arpenter les rues de Nouakchott ce mercredi pour dénoncer le processus électoral actuellement en cours en Mauritanie. Tous partisans de l'opposition réunis au sein du FNDU, Forum national pour la démocratie et l'unité, ils entendent eux aussi boycotter le scrutin du 21 juin prochain, comme l'ont fait les leaders de leur parti. Raison évoquée, le manque de consensus sur l'organisation de l'élection et la rupture du dialogue entre les différentes composantes de la classe politique. À 2 jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin, la tension entre opposition et parti au pouvoir est encore vive. Les populations sont sorties massivement pour répondre à l'appel du forum et c'est un appel également de raison. Un appel pour dire non à des élections non consensuelles, pour dire oui pour un boycott des élections du 21 juin. Le moment est venu pour que le peuple mauritanien, qui a montré sa maturité, sa sagesse, le moment est venu pour lui de s'assumer en tant que peuple responsable à travers des élections honnêtes, libres et transparentes. L'opposition radicale avait très tôt annoncé son intention de boycotter le scrutin. C'est d'ailleurs ce que comptent faire également ses partisans. Mais le parti au pouvoir, lui, compte sur un vote massif de ses militants pour une réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz. Le poids du boycott peut ne pas être reflété par les chiffres, ni par la participation, ni par les chiffres.
Vous savez, les chiffres ici, on peut les faire et les défaire. Mais ce qui est important, c'est que cette élection, certainement, elle intervient à un moment où il y a des dirigeants historiques de l'opposition qui, bien sûr, ne pourront plus après, à cause de l'âge, se présenter. 5 candidats sont présents pour la course à la présidentielle. L'opposition radicale regroupée au sein du FNDU, qui réunit 17 partis politiques et plusieurs associations des droits de l'homme et de la société civile, en appelle aujourd'hui à la communauté internationale pour la mise en place d'un véritable dialogue dans le pays. Mais le processus électoral étant déjà lancé, le dialogue devrait attendre, vu que la campagne électorale démarre vendredi. En Afrique du Sud, une nouvelle offre salariale a été mise sur la table pour tenter de mettre fin à la grève qui paralyse les principaux producteurs de platine. La hausse proposée serait de 7,5% pour les mineurs les moins bien payés. Une proposition élaborée par le ministère des Mines. Florence Assamporé. Débloquer le conflit minier qui perdure en Afrique du Sud. C'est le défi que le nouveau gouvernement de Jacob Zuma s'est attelé à relever. Pour ce faire, dès ce mardi, seulement une semaine après la prise de fonction du nouveau ministre des Mines, Ngwako Ramatlodi, une nouvelle offre salariale a été mise sur la table des négociations. Objectif affirmé par les autorités sud-africaines, convaincre les syndicats du platine à mettre un terme du mouvement de grève des mineurs qui paralyse les principaux producteurs de platine en Afrique du Sud. Donc la meilleure façon, je pense, de sortir de cette crise, c'est d'avoir un arbitrage gouvernemental et une proposition. Mais le problème, c'est, et surtout la question qui se pose, est-ce que le syndicat qui mène cette grève va accepter l'offre et permettre aux ouvriers de retourner au travail? Selon les médias locaux, cette nouvelle offre propose sur une période de 5 ans une hausse des salaires équivalente à 7,5%, soit un revenu mensuel de 800 rand de plus pour les mineurs les moins bien payés. Depuis le début du mouvement, le 23 janvier 2014, le syndicat principal du platine AMCU réclame des salaires de base portés à 12 500 rand, soit 865 € contre environ 5 000 rand actuellement. Pour l'instant, je ne peux révéler aucun détail de la proposition, mais on voit dans cette proposition un compromis juste et raisonnable au vu de la situation financière des compagnies et des demandes d'AMCU. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été fixé pour prendre une décision face à la nouvelle offre faite au syndicat du platine par le gouvernement sud-africain. Depuis le début de la grève, le PIB de l'Afrique du Sud a chuté de 0,6%. Dans l'actualité également, les autorités kenyanes ont saisi 34 conteneurs illégaux de bois de rose provenant de Madagascar. Les cargaisons ont été interceptées au port de Mombasa. D'après les premiers éléments de l'enquête, elles auraient été chargées à Zanzibar et étaient destinées à Hong Kong. C'est ce jeudi 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, on focus sur l'érosion côtière au Sénégal. Ce phénomène qui menace les habitations du littoral et la biodiversité, menace notamment le tourisme, deuxième secteur source de recettes du pays. Idelette Mirabel-Bissou. L'érosion côtière inquiète de plus en plus les professionnels. Plus de 70% des sols littoraux sableux du monde sont en érosion. En Afrique de l'Ouest, le littoral rassemble 31% de la population totale et 51% de la population urbaine des États côtiers. L'avancée rapide de l'érosion côtière ces dernières années constitue une menace pour la disparition des espèces de la biodiversité en Afrique. L'année dernière, ce baobab était encore debout. Donc ce sont les vagues un peu qui l'ont terrassé à force justement de le secouer. L'action de l'homme à travers l'urbanisation allant de 260 à 1000 habitants par kilomètre carré et l'augmentation du volume d'eau des océans restent les principales causes de l'érosion. Au sud du Sénégal, la communauté rurale de Diembéring, qui s'étend sur 30 km de côte, est menacée par une érosion avancée et la salinisation des sols agricoles. Le riz ne tolère pas le trop de sel. Donc il y a plusieurs rizières qui ont été abandonnées parce que tout simplement il y a donc l'eau marine qui est venue occuper les rizières. Les revenus du littoral des pays de l'UEMOA concentrent environ 56% du PIB total. La montée des eaux représente aujourd'hui une menace pour le tourisme dans certaines zones, comme ici dans la cité balnéaire de Saly au Sénégal. Ce qui fait marcher le tourisme à Saly, c'est le balnéaire, c'est la plage, c'est la mer. C'est notre outil de base de communication. C'est pourquoi la plupart des hôtels qui aujourd'hui ont perdu la plage ne vantent pas la plage, informeront sur l'existence de plages, c'est-à-dire que l'accès à la mer, mais ne vont pas valoriser la plage parce que de toute façon, quasiment, il n'y a plus de plage.
Pour lutter contre l'avancée de la mer et l'érosion côtière, les pays de l'UEMOA ont mis en place un projet régional doté d'un fonds global de 141 milliards de francs CFA pour la protection des côtes. Il s'agit de la construction de digues de protection et de la mise sur pied des systèmes de drainage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News.